Donc je vais vous commencer par un topo sur la corticothérapie anténatale après 34 semaines, qui est un sujet à controverse actuellement. Alors l'idée de ce topo, c'est de vous parler de la corticothérapie entre 34 et quasiment 37 semaines, 36 semaines et 6 jours en cas de risque d'accouchement prématuré. Et puis je n'aborderai que très très brièvement l'idée de la corticothérapie à 37 semaines en cas de césarienne programmée, qui est aussi un sujet de controverse. Alors, juste pour vous rappeler, ça c'est une méta-analyse de tous les essais sur la corticothérapie anténatale, et il est clair que, en tout cas pour les grands prématurés, la corticothérapie anténatale c'est bien, ça diminue la mortalité de manière à 30%, ça diminue bien sûr la maladie des membranes hyalines, ça diminue les complications de la grande prématurité, notamment les hémorragies intraventriculaires. Donc il ne faut en aucun cas remettre en cause la corticothérapie anténatale pour la grande prématurité. C'est une balance risque-bénéfice extrêmement favorable, et on le sait tous, depuis qu'il y a la corticothérapie, les enfants vont même beaucoup mieux à la naissance. Alors, la corticothérapie anténatale, il en faut, mais jusqu'à quand est-ce qu'il faut le faire? Puisque les recommandations actuelles, encore d'ailleurs dans beaucoup de pays, c'est de les faire jusqu'à 33 semaines et 6 jours, jusqu'à 34 semaines, et de s'arrêter là en estimant qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser après. Alors, il y a eu des essais sur une corticothérapie anténatale après 34 semaines qui ont été faits. Et la question qui se pose, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on voudrait donner des corticoïdes aux 34, 35 ou 36 semaines? Qu'est-ce qu'on va prévenir? Qu'est-ce qu'on va améliorer? Et deuxièmement, l'autre question, c'est celui de la balance risque-bénéfice, qui est peut-être pas si claire que ça. Alors, pourquoi cette question sur les 34-36 semaines? D'abord pour vous rappeler que les 3/4 de la prématurité, c'est des 34 à 36 semaines. Donc, en fait, les moins de 32, c'est 1% de la population. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques, mais évidemment, ceux-là sont beaucoup plus malades. Et puis, à 37 semaines, c'est pour vous rappeler que 12,5%, ça sont des données françaises, surviennent aux alentours de 37 semaines. La morbidité néonatale des prématurités tardives, donc à partir de 37 semaines, qu'est-ce qu'elle est? Là, il y a bien sûr les détresses respiratoires, elles sont finalement peu fréquentes dans cette population, c'est pas la même chose que sur des 28, mais elles pourraient être potentiellement graves et éventuellement elles peuvent nécessiter une prise en charge invasive. Et puis il y a d'autres pathologies ou d'autres morbidités, l'hypothermie, l'hypoglycémie, les difficultés alimentaires, l'ictère, tout ça vous connaissez, qui sont plus fréquents, l'hypoglycémie, l'ictère, bon, mais en général qui sont relativement peu sévères. Alors, si on parle de morbidité respiratoire, ça, c'est un vieux papier qui est... Essayez de terminer avec cette diapositive. Donc ça, c'est les enfants qui ont eu besoin d'un respirateur. En 2008, c'était le plus souvent invasif encore. Et vous voyez que ça à peu près 3,5% des 34 semaines. Et puis que ça chute très vite. 34-35, il y a une vraie différence. 35-36, il y a une vraie différence. On retrouve ça dans d'autres données. Ça, c'est des données anciennes de 2010. Qui ont été reprises dans un clinique en périnatologie. Vous avez ici la morbidité respiratoire globale à 34, 35, 36 semaines, avec ici, dans cette couleur-là, les membranes hyalines, ici les tachypnées transitoires, les troubles de résorption, et puis les autres pathologies qui sont plus anecdotiques. Et vous voyez qu'on a aussi une décroissance très rapide entre 34 et 35, et puis entre 35 et 36. Mais donc il y a effectivement une morbidité qui existe et qui n'est pas forcément négligeable. Ça, c'est Jean-Christophe Rosé à qui j'ai emprunté cette diapositive. Il avait regardé à Nantes sur les enfants nés au CHU de Nantes, je ne me souviens plus quelle année, ceux qui avaient besoin d'oxygène, ceux qui avaient besoin de surfactants. Et vous voyez qu'à 34 semaines, pour l'oxygène, beaucoup en ont besoin, mais que ça chute très très vite à 35 semaines. Et pour le surfactant, même chose, on est à 3-4%. Pour l'utilisation de surfactants et qui chute très très vite après. Alors après, c'est une question de pratique. Est-ce que ça chute parce qu'en fait on décide d'attendre et qu'ils vont se débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'on le donne
à bon escient, c'est toujours difficile de le savoir. On peut supposer dans cette excellente équipe que c'est donné à bon escient, mais voilà. Donc la corticothérapie anténatale chez les plus de 34 semaines, elle a essentiellement pour but de prévenir les détresses respiratoires, donc membrane hyaline et troubles de résorption. Et est-ce que ça marche? Alors, il y a eu des essais randomisés. Ça, c'est un premier essai qui était paru en 2011 dans le British Medical Journal. Vous voyez, toutes les femmes à risque d'accouchement prématuré entre 34 et 36 semaines, il y en avait 1100 qui avaient été screenées. Je vous passe les non-inclusions, voire les exclusions. Et donc, on arrive à deux groupes de 160 femmes à peu près dans chaque groupe, celles qui ont reçu les corticoïdes, en l'occurrence de la bêta-méthasone, suivant le protocole classique de 2 injections, et le placebo. Bon, il y a eu encore quelques perdus de vue et quelques exclusions. Et 143 et 130 enfants ont pu être analysés. On remarque que dans ces enfants, il y en a une partie non négligeable qui est née après 37 semaines. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe qu'il n'y a effectivement pas d'effet, en l'occurrence, sur la morbidité respiratoire, puisque vous voyez qu'il y a 25%, alors toute morbidité confondue, 25% d'enfants qui vont présenter une morbidité respiratoire dans le groupe bêta-méthasone versus 23% dans le groupe placebo, et ça n'est évidemment pas significatif. On remarque d'ailleurs dans cette étude que le diagnostic de maladie de membrane hyaline est finalement assez rare, et c'est essentiellement des troubles de résorption du liquide pulmonaire qui en général s'améliorent relativement vite. Alors si on regarde toutes les par âge gestationnel, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus d'effet sur les 34 semaines que sur les 35 ou les 36. Il n'y a pas d'effet du tout simplement. Et le résultat principal de cette étude, c'est qu'il y a moins d'ictères dans le groupe qui a été traité par la bêta-méthasone. Donc ça, c'est un essai relativement ancien, il a plus de 10 ans maintenant. L'essai qui a fait parler beaucoup et qui a fait peut-être modifier un certain nombre de pratiques, c'est celui-ci. C'est un essai de 2016 qui était paru dans le New England Journal of Medicine. Et ils ont regardé le traitement donc, par bêta-méthasone, protocole classique versus placebo, sur deux populations là relativement importantes, à peu près 1400 enfants dans chaque groupe. Ces enfants étaient comparables, ça c'est les caractéristiques des patients, à la fois sur le plan maternel et pernatal et postnatal, et donc c'est les mêmes patients, il n'y a pas de biais ici. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé la première chose qui nous intéresse, c'est-à-dire la morbidité respiratoire, et en l'occurrence, l'objectif principal, c'était un index composite. Le critère de jugement principal, c'était un index composite qui incluait la CPAP pour plus de, ou les lunettes à odésie pour plus de 2 heures, l'oxygène dose thérapie à plus de 30% pour plus de 4 heures, la ventilation mécanique endotrachéale, et puis ça c'est anecdotique puisque c'était pas là-dedans. Alors ça c'est un index composite qui est assez large, quand vous mettez à la fois la CPAP et la mortalité néonatale, c'était voilà. Bon, ils ont regardé et ils ont obtenu effectivement des résultats significatifs. Et donc vous voyez que dans le groupe placebo, il y a 14,4% des enfants qui rentrent dans ce critère de jugement principal versus 11,6% dans le groupe bêta-méthasone. Et cette différence est significative, avec un risque relatif à 0,8. Mais je vous ferai remarquer simplement, alors on peut en discuter, c'est moi qui ai fait les calculs de nombre de sujets à traiter, donc je ne suis pas complètement sûr que le calcul soit parfait, mais enfin en gros, pour éviter un enfant qui a cet index composite extrêmement large, 2 heures de CPAP ou de lunettes à haut débit par exemple, eh bien il faut traiter 34 femmes. Bon. C'est important le nombre de sujets à traiter pour, voilà, quand on veut faire de la prévention. Ils ont pris aussi en compte ce qu'ils ont appelé les complications respiratoires sévères, donc qui sont caractérisées notamment par une CPAP qui dure plus de 12 heures ou une oxygénothérapie qui dure plus de 24 heures. Et là, c'est c'est significatif, la différence. On est passé de 12,1 à 8,1%, avec un risque relatif à 0,67. Et ça veut dire qu'il y a 44 enfants en moins dans le groupe bêta-méthasone qui ont eu besoin, qui sont rentrés dans ce
cet index composite de complications sévères. Et là, il faut traiter 25 femmes pour avoir le bénéfice pour un enfant. Alors juste, ça c'est anecdotique, mais enfin, quand on est sur des 34 semaines, expliquer qu'on va calculer le nombre de dysplasiques, ça fait un peu sourire, hein, parce que 34 semaines, s'il a une dysplasie, c'est une autre maladie, c'est pas la dysplasie bronchopulmonaire classique. Donc évidemment, je trouve que quand ce type de résultat est sorti, il est significatif. Hein. Ça n'est pas très très sérieux. L'utilisation du surfactant, ça n'a pas été majeur, c'est significatif, 3,1% versus 1,8%, ce qui revient à peu près d'ailleurs aux données classiques. Et puis un index composite de détresse respiratoire, c'est aussi significatif. Donc la corticothérapie néonatale après 34 semaines, clairement, ça a des effets sur le plan respiratoire. Ça, c'était pour vous montrer ce que c'était que les complications dites graves. Bon, je vous l'ai détaillé tout à l'heure. Pour le reste, quand on regarde les détresses respiratoires transitoires, il y a une diminution qui est significative, c'est clair. Encore une fois, c'est de la détresse respiratoire transitoire, hein, c'est pas de la membrane hyaline sévère que vous avez intubée, à qui vous avez filé 40 tonnes de surfactant. La dysplasie, ça on en a parlé, et voilà. Ok. Alors la seule chose, c'est que ce qui sort de cette étude, c'est qu'il y a 24% des enfants dont les mères ont reçu de la bêta-méthasone qui font des hypoglycémies, versus 15% dans le groupe placebo. Donc j'ai un peu ironiquement dit que il fallait un nombre de sujets à traiter de 11 pour obtenir une hypoglycémie. Mais c'est peut-être pas le but de la manip, on est d'accord. Voilà. Donc au total, sur les méta-analyses, qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a effectivement un effet sur là c'était sur le risque de maladie des membranes hyalines en général, mais si on fait un calcul rapide, hein, qui est peut-être pas complètement précis, sur le nombre de sujets à traiter, il faut traiter 58 mères pour éviter une membrane hyaline. D'accord ? Et sur les membranes hyalines sévères, il faut traiter 125 mères pour éviter une membrane hyaline. Donc ça commence à poser des questions tout de même. Et là, c'est sur le risque de détresse respiratoire transitoire, de troubles de résorption, et la même chose, on traite 31 mères pour éviter un trouble de résorption. Donc c'est significatif tout ça, on va passer un petit peu, parce que finalement, si c'est un médicament qui prévient même le trouble de résorption, qui n'est pas quelque chose de très grave, ou qui permet de limiter un petit peu le risque de maladie des membranes hyalines et de limiter l'utilisation de surfactants, si c'est pas dangereux, tant mieux. Bon, c'est pas très très grave, on n'est pas plus embêté que ça, quoi. Le problème, c'est que c'est pas complètement anodin. C'est-à-dire que il y a eu des études relativement récentes qui ont été faites sur le devenir à long terme, à court terme puis à long terme, des enfants exposés à la bêta-méthasone. Donc à tout terme. Hein. Donc on est bien d'accord qu'avant 34, vous discutez pas. Avant 34, on fait les corticoïdes, c'est même mieux. Mais est-ce qu'il faut les faire après, en sachant que globalement, donc il y a une réduction du risque de troubles de résorption, on est d'accord, il y a une réduction du nombre d'admissions en réa, mais il y a plus d'enfants, 19,6 versus 12,2, il y a plus d'enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, d'accord. Et puis ça, c'est pour les critères principaux dans cette cohorte. Et certes, il n'y a pas beaucoup de différence sur l'intubation. La différence, c'était sur les hypoglycémies. Il y a 2 fois plus d'enfants qui font des hypoglycémies après que la mère ait été exposée à la bêta-méthasone que les enfants qui n'y ont pas été exposés. Donc, on retrouve cet effet sur la glycémie qui est classique. Et puis les autres effets secondaires et potentiellement dangereux de la bêta-méthasone anténatale, c'est évidemment les effets sur le cerveau. Alors là, je vous ai mis une vieille étude sur les effets sur le cerveau, mais c'est pas ça. On ne va pas détailler ça. Il y a pas mal d'études précliniques qui ont été faites sur la question. Mais il y a notamment cette grosse série finlandaise. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont fait ces sortes de registres. Ils avaient plus de près de 70 000 enfants ou 68 000 enfants.
dont la majeure partie était à terme, et donc il y a eu un certain nombre de prématurés. Et ils ont regardé diverses anomalies neurodéveloppementales ou psychodéveloppementales. Donc on ne peut pas détailler cette étude qui est assez complexe. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Ça favorise no treatment. Donc ça favorise l'absence de bêta-méthasone. Et là, ça favorise la bêta-méthasone. Et vous voyez, même si ce n'est pas toujours significatif, qu'en gros, toutes les augmentations de troubles neurodéveloppementaux, eh ben, ils sont dans le groupe qui a reçu de la bêta-méthasone. Ouais. Qu'on voit clairement ici, et notamment pour ceux qui sont nés à terme. Parce que les prématurés, les bénéfices de la bêta-méthasone vont au-dessus ou compensent les risques de la grande prématurité, les grands prématurés. Mais sur les moins prématurés, et puis sur ceux qui naissent à terme, donc qui n'ont pas un risque immédiat d'atteinte neurologique, eh bien on voit que la bêta-méthasone est plutôt délétère sur l'ensemble, on ne va pas détailler, de ce qui a été analysé ici. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous faites de la bêta-méthasone, si la grossesse se poursuit jusqu'au terme, c'est très bien, mais en fait, du coup, vous avez peut-être provoqué des dégâts. Hein, voilà. Et donc ça, c'est une méta-analyse que je ne vais pas vous présenter dans le détail, qui est sortie là aussi récemment dans JAMA Pediatrics, et qui conclut que c'est bénéfique, la bêta-méthasone, hein, la corticothérapie anténatale, pour les extrêmes préma, mais il y a un risque élevé de développement neurologique ou psychologique anormal chez les late prétermes et ceux qui sont nés à terme, notamment si on inclut les césariennes à terme. Donc voilà, ça marche, mais c'est pas si simple que ça. Je me dépêche, Hassan, mais j'ai commencé plus tard. Et en plus, voilà. Donc on en est où sur ce plan-là? Ça, c'est les recommandations du Collège français de gynécologie obstétrique qui dit qu'il n'y a pas d'utilisation proposée, qui ne propose pas d'utilisation de la corticothérapie après 34 semaines, avec éventuellement une discussion au cas par cas sur le... Voilà. Ça, c'est les Américains, donc publication de 2016. Du coup, ils donnent des corticoïdes à toutes les femmes entre 34 et 36 semaines et 6 jours. Voilà. Et puis ça, c'est les Canadiens qui sont en fait des sages, vous le savez. Et donc ça, c'est leur guidelines de 2017. Et ils recommandent la corticothérapie anténatale jusqu'à 34 semaines et 6 jours, ce qui est probablement pas absurde parce que vous avez vu les résultats que je vous ai montrés au départ. En fait, il y a vraiment une nette différence entre les 34 et les suivants. Voilà, donc actuellement, alors je vous parle de ça mais je vais à peine évoquer, c'est celui du problème des corticothérapies pour les césariennes électives à terme. Le Collège des Français n'a même pas évoqué la question. Ça, c'est les Anglais, Royal College. En fait, ils disent, faites pas de césarienne à 37 semaines, hein, faites-les à 39, c'est mieux. Voilà, et vous n'aurez pas besoin de donner la bêta-méthasone. Les Américains ne l'ont pas évoqué, et ça, c'est les Canadiens. Et même chose, ils disent, césarisez-les à 39 plutôt qu'à 37. Hein, voilà. Voilà, donc en conclusion, il y a des arguments cliniques et physiologiques qui appuient l'utilisation potentielle d'une corticothérapie après 34 semaines. Ça marche chez les laides prétermes, même si c'est plus difficile à démontrer parce qu'on n'est pas dans des pathologies aussi lourdes et fréquentes que dans la grande prématurité. Il y a probablement des effets secondaires, et notamment à long terme chez les enfants nés à terme qui ont eu d'une corticothérapie anténatale. Mais quand c'est des grands prématurés, on a évité les risques de la prématurité, donc il n'y a pas d'effet. Enfin, la balance risque-bénéfice est très claire. Mais ça ferait de nombreuses femmes à traiter pour un bénéfice modeste après 34 semaines, ou 35, et donc il faut probablement limiter les indications, et ceux qui sont à 34 semaines, peut-être, probablement, les césariennes avant travail, le diabète maternel, le retard de croissance, ça c'est pas évident. Voilà.